Bonjour à tous mes wapis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en facecam, ça fait très longtemps et je vous avoue que c'est un petit peu compliqué pour moi parce que ça fait un moment comme je vous dis et j'avais beaucoup de mal avec ce format donc récemment. Mais c'est pas grave, on y revient petit à petit, j'espère que ça vous fait plaisir et on va parler de lecture pour cette nouvelle vidéo, donc j'espère aussi que ceux qui apprécient ce format seront ravis de le retrouver sur la chaîne. Bien sûr, je continue de lire et donc je vais essayer de rattraper un petit peu mon retard dans les updates en vous présentant quelques lectures. Ça va être assez court, assez bref, mais il y a quand même des choses à dire et des très beaux livres, donc c'est parti. Alors tout d'abord, je vous présente un Mathias Malzieu. Encore une fois, j'ai lu donc Métamorphose en bord de ciel aux éditions J'ai lu de Mathias Malzieu. Vous le savez, j'ai lu quasiment tous ses livres, je vous en parle souvent. Celui-ci était un des derniers qu'il me reste, à part son dernier paru, Une sirène à Paris, que je n'ai pas encore lu. Et alors, il est beau. Il est beau, je vais vous raconter un petit peu le pitch, mais j'ai moins accroché que les autres, je sais pas, c'est vraiment un ressenti, même si j'adore toujours autant sa plume, il y a pas à dire, ça fait vraiment partie de tout ce que j'aime dans la lecture, c'est poétique, c'est juste, c'est vrai, les sentiments sont abordés avec une sincérité, une justesse folle, enfin moi je suis accro à son écriture, qui est absolument touchante, dingue et drôle en plus, très drôle. Et il aborde des sujets importants tels que la maladie qui revient souvent dans ses bouquins, mais c'est tellement doux d'aborder la maladie de cette manière. Enfin, franchement, c'est incomparable. Hein. Comme écriture, si vous ne connaissez pas, c'est juste ouf. Donc, ce livre, qu'est-ce qu'on y suit? On y suit donc le personnage Mathias Malzieu, quoi, en fait, hein, qui représente Mathias Malzieu. C'est un cascadeur un petit peu chevronné, complètement fou, qui rêve de tutoyer les étoiles, vous voyez, mais pas très bon, hein, au final. Donc voilà, il se fait des tournées en tant que cascadeur, tout ça, mais sans grand succès, mais il est libre, il a une liberté folle qui lui convient, il va où il veut quand il veut, il se laisse porter par les éléments, par le temps, et ça lui convient très bien, jusqu'au jour où, pour un contrôle, une blessure, il me semble, due à une cascade, il va être diagnostiqué donc malade, donc avec une maladie assez grave qu'il appellera la betterave. Et oh, c'est dingue, ça franchement, à chaque fois qu'il parle de la betterave, donc en fait il parle de la maladie, d'un cancer ou autre, vous voyez, mais du coup lui il décide de l'appeler la betterave. C'est hilarant. Et du coup, voilà. S'ensuit à l'hôpital une rencontre avec une fameuse femme oiseau, vous vous en doutez, avec le Métamorphose en bord de ciel, qui lui propose un pacte. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus sur ce pacte, mais qui pourra donc lui sauver la vie ou non. Et s'ensuit donc des aventures dans l'hôpital, mais c'est absolument pas étouffant ni angoissant, hein. Cette atmosphère c'est toujours très poétique, très féerique avec Mathias Malzieu, on s'envole, hein. On est dans un hôpital mais en fait on est complètement dans les cieux, donc c'est vraiment très beau, très bien géré, sauf que j'ai juste moins adhéré à cette histoire qu'aux autres, que toutes les autres que j'ai lues de Mathias Malzieu. Je pense que c'est celle que j'ai le moins aimée. Pour autant, j'ai passé un très bon moment de lecture. Il est très facile à lire et à chaque fois on a ce petit goût amer quand on finit un Malzieu, se dire oh non, c'était trop court. Parce que j'ai quand même adoré, hein, c'était chouette. Mais voilà, je tiens quand même à préciser que c'est celui que j'ai le moins aimé, peut-être au niveau scénario. Voilà, au niveau histoire. Scénario, ça n'a rien à voir. Ensuite, j'ai lu 2 mangas que j'avais empruntés à la bibliothèque, donc je ne les ai pas avec moi, je les ai rendus depuis. Mais je vous mets l'affiche ici. Il s'agit de l'emblématique saga de manga The Promised Neverland qui a fait un carton plein, donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire tout un résumé complet. Très brièvement, on suit des enfants dans un orphelinat, donc 3 principaux, la petite Emma, Ray et un autre dont je ne me souviens plus le nom, mais qui sont vraiment tous très différents, qui ont leur propre personnalité, et bon, déjà on s'attache beaucoup aux personnages, j'ai trouvé très chouette ce point-là. Et mine de rien, de s'attacher aux personnages d'un manga dès le premier tome, c'est pas si facile que ça, parce que souvent on les parcourt en fait en surface, on voit que leurs petites facettes vraiment très superficielles dans le premier tome d'un manga, et là j'ai de suite accroché aux personnages. La petite Emma est fabuleuse, ils sont sous la protection de la maman, hein, qu'ils considèrent comme leur véritable mère, et tout se déroule dans le meilleur des mondes, sauf qu'ils vont découvrir un abominable secret, quelque chose qui va les faire réagir complètement et qui va bouleverser toute cette tranquillité apparente, et voilà, se cache peut-être derrière le rêve, le pire des cauchemars, et c'est vraiment un manga troublant, qui fait réfléchir, qui est utile, quoi. Enfin franchement c'est très original pour le coup. C'est vrai que quand on se lance dans ce manga sans rien savoir du déroulé de la suite,
C'est très perturbant, ce qui était mon cas, puisque j'avais vraiment essayé de me mettre des œillères avec ce manga parce qu'il était tellement médiatisé que je voulais vraiment me lancer dedans sans connaître le fin fond de l'histoire, enfin si vous voyez, le fin fond du problème. Donc je me suis lancée sans savoir le mystère de cette orphelinat, et c'est vraiment cool, parce que je pense que si on se lance dedans en le sachant déjà, ça modifie forcément l'enthousiasme vis-à-vis de cette révélation, et c'est vrai que on l'apprend très rapidement, et je trouve que c'est génial, c'est vraiment très génial, c'est très intelligent pour le moment. Dans les 2 premiers tomes, je vous dis, j'emprunterai sûrement les autres à la bibliothèque, il faudrait que je vois si elle les a, et puis franchement c'était très belle découverte, donc j'ai hâte de savoir l'histoire. Je vous dis, j'ai fait que 2 tomes qui ont déjà terminé la saga des tomes perçus déjà, donc je suis très en retard, mais comme tout le monde je pense, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu un conte musical de Damien Pouvreau, donc Presque Reine, le premier amour de Louis XIV. Et alors j'ai trouvé ça très intéressant, mais alors c'est un conte musical, donc à savoir que vous avez à l'intérieur de ce bouquin le livre en audio, si vous voulez, avec tout un conte musical, tout simplement des musiques racontées avec des voix. D'ailleurs c'est marqué, les voix de Laurent Deutsch, Didier Sandre, Isabelle Druet et Olivier Fichet, mais j'ai pas écouté en fait, voilà. Moi j'ai énormément de mal avec tout ce qui est audiobook, c'est pas du tout mon truc, donc en fait j'ai lu simplement le récit qui paraît dans le livre, voilà, sans l'audio. Mais j'ai trouvé ça intéressant dans le fait que en fait ça raconte le premier amour vraiment de Louis XIV, tout ce que ça a pu lui apporter, donc avec Marie Mancini. Donc bon, ce qui est cool, c'est que ça casse un peu cette image de Louis XIV que l'on a. Louis XIV, on a retenu tous sa démesure en fait. Louis XIV, quoi, le roi soleil, c'est vraiment une figure emblématique de l'ancien régime, et du coup voilà, on a du mal à passer outre cette image, mais quand on va plus en profondeur, là, ça montre vraiment un caractère de Louis XIV que je n'avais pas encore découvert. Pourtant, voilà, c'est une figure dont on entend quand même souvent parler, dont on sait pas mal de choses, ne serait-ce qu'à l'école, on apprend quand même beaucoup de choses sur Louis XIV, qui a quand même fait un des plus longs règnes. Hop, on a les petites illustrations là, ici. Regardez, je vous montre Louis XIV et la fameuse Marie Mancini, qui était son premier amour, qui lui a aussi inculqué l'amour de l'art, et c'est pourquoi après on a pas mal d'ouvrages réalisés qui sont encore présents de nos jours, je cite Versailles, mais il y en a plein d'autres, avec Louis XIV. Donc c'est vraiment sympa d'en apprendre plus sur ce premier amour, ce qui fait que c'était aussi exceptionnel comme amour et très incompatible pour des raisons d'état forcément. Et du coup, c'est intéressant d'en apprendre un petit peu plus sur les failles de Louis XIV, vous voyez, c'est assez croustillant, c'est bien écrit, mais voilà, c'est pas non plus... je passais un bon moment, mais sans plus, puisque je n'ai pas écouté l'audio, et alors ça... je me suis tapée, ça ne me tente absolument pas, donc c'est pas mon truc, c'est tout, mais je pense que si vous écoutez l'audio également, ça peut être vraiment très chouette, mais c'est déjà sympa, simplement avec le petit récit. Ensuite, à la bibliothèque, j'avais emprunté un autre ouvrage, donc c'est une BD, qui est l'adaptation d'un roman que j'avais lu il y a très longtemps, puisque je l'ai lu vraiment dans mon adolescence, mais j'en ai gardé un excellent souvenir. C'était une saga énorme de 12-13 tomes, je ne sais plus, les Chevaliers d'Émeraude, mais j'avais adoré, j'en ai un excellent souvenir, j'ai toujours les livres et je vais absolument les garder, enfin j'avais adoré cette saga, vraiment, je m'étais régalée. J'avais aimé tous les personnages, il y en avait tellement des différents qu'on s'attachait à chacun d'eux, bon bref. Pour vous résumer un petit peu la globalité, c'est on se place dans un monde d'heroic fantasy, et en fait on a le sorcier Asbeth, il me semble, qui est donc sorcier d'un pouvoir un petit peu obscur, et sous l'influence du grand maître Amécaret, donc dans des terres sombres. En fait, ils en décident, c'est le moment de réattaquer le territoire des humains. Depuis de longs siècles qu'il n'y a plus de bataille, c'est le bon moment, il faut reconquérir le territoire des humains et aller attaquer, tout simplement. Mais entre-temps, sur le territoire des humains, il y a le magicien Elund qui, lui, pressent ce mauvais présage et qui va informer le roi, donc Émeraude Ier, de l'arrivée des ennemis sur leur territoire. Il le sent, il a consulté le magicien de cristal qui, oui, c'est ça, ça arrive, une guerre arrive, il faut donc s'y préparer, et c'est pourquoi il décide de réintégrer l'ordre des chevaliers d'Émeraude, et du coup de parcourir les terres humaines avec plein de territoires sympas en fait, des noms super cool, et
il y a le territoire de Jade, le territoire d'Émeraude, justement, il y en a plein. Et du coup, ils décident de parcourir les différents territoires afin de regrouper les prochains chevaliers d'Émeraude qui doivent être enfants donc et apprendre avec un apprentissage assez long, assez rigoureux pour être enfin les chevaliers d'Émeraude protecteurs du royaume des humains du coup et du territoire d'Émeraude. Donc, moi je vais adorer cette saga jeune, il y a tout un tas de choses après bien sûr, il y a les attaques, plein de personnages qui évoluent, des romances entre temps, quelques-unes, très bien géré. Enfin, je me rappelle que adolescente, en tout cas, j'avais adoré cette saga et je pense que ça me déplairait pas de la relire. Mais bon, il y en a trop, j'en ai trop à lire déjà et il y en a trop à relire. Donc j'en garde un excellent souvenir, c'est pourquoi je ne veux pas peut-être me replonger dedans. Mais là, en voyant cette adaptation BD à la bibliothèque, je me suis dit, ah ben génial, c'est vraiment cool. Donc franchement, ça reste sympa, mais je pense que quand on a lu les livres, les romans, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Si on découvre la saga Les Chevaliers d'Émeraude avec les BD, pourquoi pas. Les dessins sont par contre très détaillés, très minutieux, c'est très joli. C'est pas forcément mon style de BD préféré, mais on peut pas nier que le dessin est très bien géré. Là, moi je connaissais déjà tout l'univers, donc bon, j'ai retrouvé illustré les personnages que moi je m'imaginais dans la tête. Des fois ça correspondait pas du tout. Et c'est vrai que j'avais des images bien précises en fait de ces personnages, des personnages emblématiques dans la saga qui sont je trouve pas représentés comme moi je les imaginais. Donc déjà ça, vous voyez, ça met un frein et c'est pas du tout contre la BD en elle-même, mais bah du coup ça vous enlève un petit peu de magie. Puis non là non, il était pas comme ça. Dans ma tête il est pas du tout comme ça. Donc voilà, ça enlève un petit peu de magie à l'ouvrage quand on connaît la saga originelle je trouve, mais cela dit c'est quand même très bien géré, ça respecte très bien l'univers et en fait on se place vraiment dans la recherche quand Elund du coup va chercher les jeunes, on va dans chaque territoire avec lui tout ça et donc on détecte tous ces jeunes et nous on sait après ce qui leur arrive. Donc c'est assez sympa de voir vraiment le début qui n'est pas énoncé dans la saga. Donc voilà, c'est intéressant. Dites-moi votre avis si vous aussi par contre vous connaissez la saga des Chevaliers d'Émeraude. Je suis très curieuse de savoir ça parce que c'était vraiment, je pense, une de mes sagas favorites de ma jeunesse, mais vraiment. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de l'Atelier des Sorciers, vous savez, cette saga qui avait été un coup de cœur pour moi, que j'aime toujours tout autant. Oh, c'est trop génial, franchement, c'est trop génial. Et là, donc bon, là c'est un tome 5, hein, mais je vous avais déjà énoncé le principe, c'est cette petite Coco, non, c'est pas elle là qui a sur l'ouvrage. La petite Coco, en fait, qui est dépourvue de magie tout simplement parce que la magie est très inventive dans cet ouvrage-là puisqu'elle s'écrit. Ouais, elle s'écrit. Elle se dessine en réalité avec des dessins de pentacles. C'est magnifique. Franchement, la description est encore plus poussée également dans celui-ci. Tout le processus pour dessiner, l'invention, la logique des choses et tout, c'est hyper fourni. J'aime beaucoup cette saga et on a peur pour eux. En fait, j'adore quand vraiment vous avez ces personnages, vous les aimez, du tome 5 et c'est vrai que des fois on ressent dans des livres qu'ils sont jamais en danger. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là, dans cette saga, on sait que tout peut arriver, en fait. On sait jamais. Il y a des transformations, il y a des mises en danger, des gens qui sont blessés, et du coup, on est toujours sur le qui-vive. Là, il y a un personnage super important qui est blessé, il y en a un autre qui se transforme, enfin, c'est vraiment très cool. Il y a toujours des rebondissements, c'est toujours si beau, mais si beau dedans, que... franchement, c'est vraiment à lire. Si vous ne connaissez pas encore cette saga, l'Atelier des Sorciers, je vous conseille vraiment de vous y plonger. J'attends le tome 6 avec impatience, qui devrait sortir, il me semble qu'il sort en mars, mais je ne sais plus exactement. Mais bon, il est prévu pour bientôt, donc j'ai vraiment très hâte. Et on en apprend plus sur la confrérie du Capuchon. Bref, c'est trop génial, j'adore. Ensuite, côté manga, j'ai également lu le dernier tome paru de cette saga magnifique que j'adore, je vous en ai souvent parlé, c'est vraiment une de mes sagas favorites également, coup de cœur. Elle est incroyable, Somali, l'esprit de la forêt aux éditions Komiku, et incroyable, je suis tellement attachée à ces personnages en fait, c'est d'un détail extra, l'histoire est trop jolie, alors c'est un petit peu anecdotique je trouve parce que ça avance sans vraiment trop avancer. Mais au final, là, par contre, dans ce tome, à la fin, ça prend un tournant, je me demande vraiment comment ça va se passer.
ça y est, ça envoie. Donc on est au tome 5. Et ouais, là il y a vraiment un gros tournant à la fin de l'ouvrage. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore lu le dernier tome, préparez-vous puisque je pense que ça va du coup changer de point de vue. Enfin, je ne sais pas comment... J'ai hâte, j'ai hâte de voir la suite. La petite s'attache tellement à ce golem, ils sont toujours en quête du coup des derniers humains pour retrouver un semblant de vie pour elle, sauf que elle est très très attachée à ce golem et elle, son vœu c'est de rester avec lui même après avoir retrouvé les humains. Donc bon voilà, on est toujours dans cette quête un petit peu de recherche avec des relations entre personnages qui sont douces, qui sont fabuleuses, qui sont aussi des fois un petit peu conflictuelles, mais sans colère, sans haine. C'est très bienveillant comme ouvrage, j'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment une des plus belles découvertes que j'ai fait côté manga. J'adore vraiment cette saga. Et là, du coup, je me demande comment ça va se dérouler parce qu'en plus, on s'attache encore plus à eux vu qu'on a un épisode de leur passé qui n'avait pas été dévoilé. Oh bref, c'est un petit billet. Et enfin, récemment également, à la fin de 2019, j'ai découvert Grisha, un ouvrage magnifique de fantasy jeunesse. Young adulte, jeunesse, young adulte peut-être, young adulte. Magnifique, donc c'est Grisha de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Et oui, j'ai adoré, franchement, ça a été un joli coup de cœur ce livre-là. Il est donc paru en 3 tomes, c'est une saga en 3 tomes terminés. Donc en fait, j'ai très hâte de lire la suite. Voilà, vous voyez la beauté déjà de l'ouvrage, ça donne tellement envie. On y suit donc Elina, qui est orpheline et qui va être recrutée par l'armée pour une expédition en fait dans ce qu'ils appellent le voile d'ombre, il me semble. Enfin, c'est une sorte de brouillard en fait qui déchire un petit peu le royaume et qui est très mystérieux, où on répand l'idée que des créatures, enfin je ne sais pas, mais que les humains reviennent broyés et qu'ils se revêtent de la chair des humains. Donc c'est un petit peu angoissant, c'est un petit peu terrifiant, et en fait... Voilà, peut-être que cette épreuve va permettre à Elina de se révéler, de révéler sa vraie nature, puisque seuls les Grishas sont capables en fait de faire face un petit peu à cette malédiction qui pèse sur le royaume dont personne ne sait trop l'origine. Et en fait, il n'y a que donc les Grishas qui sont des sortes de magiciens qui peuvent rivaliser avec ce genre de malédiction. Et donc nous, on y suit le personnage principal qui est donc Elina au cours de cette épreuve qui va donc se révéler sa vraie nature. Franchement, c'est trop génial. J'ai vraiment adhéré à cet univers qui j'ai trouvé totalement plaisant, qui est très inventif également avec une forme de magie qui est différente aussi de ce qu'on connaît, et j'ai trouvé ça super. Les personnages sont terribles, franchement l'histoire est page turner, hein, comme on dit, on peut pas s'arrêter, on a envie de retrouver le livre, et franchement j'ai passé un excellent moment de lecture. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire, puisque c'est l'autrice à l'auteur, je crois qu'on ne dit pas autrice, enfin bon, c'est un grand débat ça aussi. Moi, autrice ne me choque pas, mais dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'on ne le dit pas du tout, ou est-ce que ça passe? Bon, donc l'auteur, Leigh Bardugo, est très connu, je crois, pour sa saga Six of Crow que j'ai pas lu, qui est sur ma wishlist, mais du coup moi j'ai commencé avec cet univers-là. Il paraît que il y a du coup des concordances, en fait, que les univers sont liés d'une certaine manière. Donc j'ai hâte de découvrir d'autres ouvrages de cette auteur, et en attendant j'ai très hâte de lire la suite surtout. Parce que c'est très prenant, on s'attache énormément au personnage, et j'ai hâte de savoir ce qui lui arrive, quoi. N'hésitez pas, découvrez-le, c'est vraiment génial, je pense que vous allez passer un très bon moment. Et voilà mes wappies, ce petit compte rendu de lecture plus les bouquins de la bibliothèque. Je rattrape petit à petit le retard avec les livres que j'ai lus, à vous présenter des super belles lectures. Là c'était quand même un joli paquet avec des lectures qui m'ont beaucoup plu, donc ça c'est très bien. En attendant, des fois on tombe sur des lectures, on attaque des livres qui nous plaisent pas forcément, ça arrive aussi des fois. Moi ça m'est arrivé avec certains livres que j'avais eu dans les box là qui au final ne convenaient pas trop à mes goûts. C'est pourquoi bientôt arrive la box avec ma maman. Je vous en avais déjà parlé, mais surtout restez au rendez-vous, ça sera des unboxings du coup de ma propre box de livres, avec en fait que des livres qui sont sur ma wishlist, que j'ai vraiment très envie de lire, voilà, que j'ai cherché moi-même, ou dont vous m'avez donné
des retours dessus, enfin bon, bref, plein de livres qui m'inspirent tout simplement, que ce soit manga, roman, BD, et voilà, dedans ça sera donc choisi par ma maman en fonction de elle, ce qui l'inspire dans la liste, mais au moins je suis sûre que ça correspondra très bien à mes goûts, et ça va être top, j'ai vraiment trop hâte, et dedans elle me glissera un ou deux articles, des petits trucs en rapport avec la lecture, ou pas, hein, mais bon voilà, en fonction de mes goûts, puisqu'elle connaît très bien mes goûts, donc voilà, je suis sûre d'être comblée avec cette box, j'ai très hâte. Si vous avez une idée de nom pour cette box d'ailleurs, moi je pensais au panier lecture. Voilà, j'avais très envie que ça soit sous forme de petit panier, et comme ça serait le rendez-vous du panier lecture à chaque fois. Et voilà, j'ai très envie, mais n'hésitez pas à me dire vos propositions, peut-être que ça pourrait être aussi très cool. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous. N'oubliez pas de garder bien en tête que les passions n'ont pas d'âge, alors vivez-les à fond. Ciao tout le monde!